Bonsoir à chacune et chacun. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle conférence des 10 ans de TAD. Ce soir, nous accueillons Béatrice Poudelco. Alors Béatrice Poudelco, elle est professeure à l'université depuis 2010. Elle a un doctorat en psychologie des processus cognitifs et qu'elle a passé à l'université de Paris 8. Alors, en ce moment, elle se spécialise surtout dans le domaine de la psychologie de l'apprentissage des adultes. Alors, si on reçoit Béatrice ce soir, c'est parce qu'elle a initié une démarche tout à fait intéressante, puisque elle a élaboré avec une équipe, notamment de tuteurs à distance, un référentiel de compétences. Et ce dont elle va nous parler ce soir, ce n'est pas du référentiel à proprement parler parce qu'il n'est pas encore entièrement validé. Il est en cours de validation. Mais elle va nous parler du processus qui a amené en fait à cette production. Alors, c'était une démarche tout à fait collaborative. On parle souvent d'activités collaboratives en formation à distance. Et bien là, c'était vraiment une activité collaborative qui a permis, à partir de l'expérience de tuteur, de justement élaborer ce référentiel. Je pense qu'elle nous présentera toutefois le questionnaire qui a été envoyé à de nombreux tuteurs expérimentés et qui a pour objet de valider l'ensemble des propositions de cette recherche. Alors, je vous rappelle que durant cette conférence, vous allez pouvoir interagir avec nous de deux manières. Si vous aimez Twitter, eh bien, vous pouvez utiliser l'hashtag TAD10 et autrement, vous avez tous accès au chat qui est dans cette classe virtuelle en bas à gauche. J'en profite d'ailleurs pour remercier notre parrain, Classilio, qui est donc le distributeur de cette classe virtuelle en France. Classe virtuelle qui est à l'origine un produit québécois. Alors vous voyez, ce soir, c'est vraiment France-Québec, puisque Béatrice est de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, je vais arrêter de bavarder parce que nous avons déjà pris quelques minutes de retard et je passe la parole maintenant à Béatrice, à qui je vais donc donner les droits d'animateur active. Voilà, c'est fait, Béatrice. Et nous, eh bien, on va éteindre nos caméras et couper nos micros. Et donc, Béatrice, vous rappuyez bien évidemment sur votre micro. Très bien. C'est fait. Est-ce que vous m'entendez? Oui? C'est bon? Est-ce qu'on m'entend? Oui? Oui, Béatrice, on vous entend très bien. D'accord. Parfait. Donc, mon PowerPoint est bien là. Voilà. Voilà. Donc, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les participants. J'ai quelques de mes collègues qui sont joints à nous. Bonjour à Martine, Pierre Gagné. Ça me fait plaisir de vous voir parmi nous aujourd'hui. Je vais d'emblée rectifier quelque chose là dans la présentation faite par Jacques Rodet, que je remercie donc de son invitation, parce que c'est une chose importante. Premièrement, ce n'est pas moi qui ai initié la conception collaborative d'un référentiel de compétences, et ce n'est pas non plus moi qui l'ai construite. J'ai juste coordonné et puis organisé et puis fourni peut-être un appui et une aide méthodologique au groupe de tuteurs expérimentés qui se sont engagés dans cette production très importante pour eux. Donc, il s'agit effectivement d'une démarche de conception collaborative d'un référentiel de compétences. Et la façon dont j'ai choisi aujourd'hui de vous en parler, donc vous voyez ça dans la suite de mon titre, en tant que moyen et produit de la professionnalisation des tuteurs. Donc, vous voyez un petit peu la table est mise. C'est une situation complexe parce que non seulement il y a déjà dans le titre une certaine hypothèse, là, moyen et produit de la professionnalisation des tuteurs, mais en plus, dans tous ces titres, vous voyez apparaître plusieurs mots
complexes, des mots qui réfèrent à des concepts qui font toujours objet de débat en sciences de l'éducation. Donc, qu'il s'agisse de référentiels, de compétences, de professionnalisation, de conception collaborative et même des tuteurs eux-mêmes. Donc, la table est mise un petit peu avec ces titres. Et en préparant ma présentation, je me suis rendu compte de la complexité de tout ce que j'aurais aimé, de tout ce que j'aurais aimé exprimer ou dire, mais évidemment, on ne peut pas tout faire à la fois. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter une certaine vision finalement de ce projet, selon un plan tout à fait classique. D'abord, la présentation du contexte et de la problématique, le cadre théorique, la démarche, la méthodologie, le résultat et la discussion. Donc, pour la discussion, j'ai choisi vraiment de vous laisser tout à fait la parole. On va pouvoir avoir du temps là pour que vous posiez vos questions, formuliez vos commentaires, etc. Je pense que c'est important. Puisque effectivement il s'agit de quelque chose qui nous est encore très proche, disons, à nos cœurs, au cœur de tous ceux qui ont réalisé le projet. Esther Delisle, qui était une des participantes importantes de ce groupe-là, donc de travail, est aussi parmi nous aujourd'hui. Donc elle sait à quel point nous nous sommes tous investis dans ce travail et comment finalement il est parfois difficile un petit peu de s'en détacher pour porter un autre regard. Donc je vais essayer de faire exactement ça. D'abord, de vous présenter un petit peu le projet. Là. Donc, le projet il se situe vraiment dans un cadre institutionnel spécifique qui est celui de la téléuniversité. Donc, l'université à distance du réseau des universités du Québec. Cette téléuniversité, notre téléuniversité, se caractérise par la présence d'un syndicat de tuteurs. Donc, c'est une donnée très, très importante dans notre projet. Et dans ce sens, ma présentation s'inscrit en continuité avec la présentation faite déjà dans le cadre de ce séminaire par Sylvie Pelletier, qui est la présidente du syndicat des tuteurs depuis des années et qui a donc présenté toute cette problématique de la syndicalisation, les résultats de cette syndicalisation et le contexte organisationnel passé et actuel qui encadre donc la constitution de ce groupe professionnel dans notre université. Une autre donnée importante aussi, du point de vue institutionnel, c'est la constitution d'une direction de l'encadrement. Il n'y a pas longtemps, là, il y a 2 ou 3 années peut-être maintenant. Donc, c'est vraiment un service de gestion, une direction, donc des cadres gestionnaires qui ont été engagés pour gérer l'encadrement à la téléuniversité. Car donc, dans notre université, ce n'est pas seulement les tuteurs qui sont chargés de l'encadrement pédagogique des étudiants, mais il y a aussi un autre groupe professionnel qui est celui des coordonnateurs. Il y a des chargés, donc des coordonnateurs à l'encadrement qui ont aussi un ensemble de tâches assez complexes à accomplir. Il y a aussi des chargés d'encadrement qui remplissent des fonctions de tuteurs, mais au 2e cycle et qui ont choisi de se syndiquer dans un autre syndicat. Donc tout ça, ça fait une situation assez complexe au point de vue de l'encadrement des étudiants qui a probablement justifié donc, la mise en place de la direction de l'encadrement. Donc le point du départ du projet, il est bien là, c'est l'initiative de la direction de l'encadrement, plus précisément de son directeur, Jean-Pierre Pelletier, qui a proposé donc aux tuteurs de créer un groupe de travail pour concevoir un référentiel de compétences. C'était une proposition qu'il a faite, les tuteurs en ont disposé en répondant de façon tout à fait positive et affirmative, et même enthousiaste probablement à cette proposition. Je n'étais pas là tout au début, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Et donc, le groupe a été créé. Il faut comprendre que dans le cadre d'une approche de gestion par compétences que la direction de l'encadrement souhaite apparemment mettre en place, un référentiel de compétences est vraiment un outil indispensable. Il se permet le recrutement, l'évaluation, évidemment la formation aussi des tuteurs. Et c'est sur ce point-là, donc de la formation des tuteurs, que probablement cela a rencontré le plus d'écho aussi donc chez les tuteurs qui ont été approchés pour participer à ce groupe de travail. Puisque la question de la formation initiale ou continue a depuis plusieurs années déjà fait objet de réflexions de la part donc, des tuteurs actifs à la TELUC au sein de diverses instances qui ont été créées dans la foulée donc, de la syndicalisation comme la table technopédagogie ou d'autres instances paritaires.
Il faut aussi souligner que cette démarche de conception de référentiel s'est faite en parallèle avec d'autres démarches de mobilisation des tuteurs de façon plus informelle dans le but de partager leurs connaissances, leurs pratiques, leurs expériences de tutorat. Donc, il y a une communauté de pratiques qui a été mise en place et qui s'est coordonnée elle-même en proposant diverses rencontres. Si je suis bien au courant, là, on en a parlé. Je sais qu'ils se rencontrent en présentiel, mais aussi de façon virtuelle, puisque, comme vous avez peut-être pu l'apprendre, là, ou que comme vous le savez déjà, mais c'était bien présenté par Sylvie Pelletier aussi dans sa présentation. Les tuteurs à la TELUC, ce sont des professionnels, des gens contractuels, des employés contractuels qui travaillent principalement de chez eux, donc qui n'ont pas de poste de travail à la téléuniversité. Donc cet éparpillement, cette mise à distance des tuteurs dans l'encadrement à distance est une donnée importante par rapport à la façon dont ils peuvent se structurer ou se former ou partager donc leur expérience. Donc le point d'arrivée de ce projet-là qui finalement a duré une année, c'est donc en juin 2013, nous avons construit le fameux référentiel de compétences. C'est le groupe de travail qui l'a construit sous ma direction, disons, puisque je fournis la démarche et les outils méthodologiques et j'ai encadré l'ensemble des travaux. Et donc, ce référentiel de compétences est actuellement en cours de validation auprès de la communauté large des tuteurs. Plus précisément, auprès de à peu près une centaine de tuteurs expérimentés, c'est-à-dire expérimentés, on les a choisis, ils ont été choisis par rapport à certains critères de durée de leur expérience de tuteur à la TELUC et aussi le nombre d'étudiants qu'ils ont encadrés. Donc, finalement, on pourrait dire la qualité et la quantité de leur pratique de tutorat. Donc, le référentiel, Jacques a dit que voilà, il y a un questionnaire qui était produit, mais en fait, le questionnaire, il reproduit le référentiel lui-même. Le référentiel qui est composé on pourrait dire, de familles de compétences et des éléments plus précis de compétences, sauf que pour l'instant, il se présente effectivement sous forme d'un questionnaire. C'est ce questionnaire-là qui sera envoyé à tous les tuteurs qu'on invite donc à se prononcer sur les énoncés produits. Mais on pourra y revenir là lorsque je parlerai des résultats. Donc, en quoi la conception d'un référentiel de compétences comme ça constitue une problématique professionnelle, une problématique de recherche, une problématique sociale? En fait, ce n'était pas tout de suite peut-être perçu comme ça, ni par moi, ni par les tuteurs qui ont participé à ce travail, mais c'est effectivement un regard possible. Donc ici, c'est ce regard que je vous propose, c'est le regard, donc c'est mon regard, c'est un des regards possibles. Donc c'est le regard de la chercheure qui a accompagné le groupe dans sa démarche. J'ai pu observer aussi bien le groupe que les membres du groupe, les effets de la démarche sur les individus et sur le groupe dans son entier, dans un certain contexte organisationnel qui est le nôtre, et donc j'ai pu réfléchir sur la signification un petit peu de cette démarche au moyen des outils conceptuels existants aujourd'hui dans la littérature, dans la recherche sur ces questions, et c'est un petit peu ça que je voudrais aujourd'hui donc partager avec vous. En fait, les recherches sur la professionnalisation dans le contexte nord-américain sont extrêmement nombreuses. Elles font partie d'un courant très important de sociologie, la sociologie des métiers, qui a elle-même plusieurs approches théoriques, fonctionnalistes, interactionnistes, qui coexistent et parfois se combattent à l'intérieur. Donc il ne s'agit pas du tout pour moi ici de faire le survol, même un survol très superficiel de tout cela, parce que c'est vraiment un sujet extrêmement complexe, mais ce qu'on peut en retenir, c'est que dans le contexte nord-américain, et là je fais référence un petit peu à la présentation faite par Viviane Glickman, très intéressante aussi sur la question est-ce que tuteur est un métier. Donc, Madame Glickman s'est fondée davantage sur les travaux
réalisée par le chercheur francophone, mais elle a fait aussi référence à des différences qui peuvent exister avec le contexte nord-américain. Donc, dans le contexte nord-américain, il y a en fait deux sens du terme profession. La première, c'est bien celle d'occupation, métier, fonction, dont des individus peuvent tirer des moyens de subsistance à titre d'activité de travail principale. Et le deuxième sens, c'est celui de métier socialement reconnu, ayant un certain prestige. Et donc, ce prestige et cette reconnaissance sociale, elle vient en fait de la jonction de deux choses. Le savoir, des savoirs spécialisés, des savoirs qui se professent, des savoirs qu'on ne peut pas acquérir uniquement par imitation ou par observation des autres personnes en train de travailler, mais bien des savoirs qui ont un certain degré de formalisation, donc qui permettent leur transmission verbale, structurée, intentionnelle, par des personnes qui vont donc du coup avoir davantage un statut d'expert de ce qu'ils savent, n'est-ce pas? Et puis l'autre dimension, c'est celle de service. Donc, ce sont des métiers qui ont une vocation sociale, une vocation d'intérêt public, de service auprès des personnes ou de service social, tout simplement. Donc, la professionnalisation, de façon très, très minimaliste, doit être conçue comme un processus. C'est un processus de passage. Hein. Donc, il s'agit de passer d'un état non professionnel à un état professionnel. Toutefois, donc, dans toutes ces recherches, ce qui en ressort de façon très claire, là, c'est que cette professionnalisation, c'est toujours un processus socio-historique. C'est un processus contingent, variable et potentiellement réversible. C'est-à-dire qu'il y a tellement de conditions sociales, économiques, organisationnelles, et puis dans le contexte aujourd'hui tellement mouvant aussi, dans des réorganisations sociales mondiales même, cela implique que finalement, on ne peut pas vraiment dire une professionnalisation, ça se fait toujours comme ci ou comme ça. Là. Il y a quelques constantes, effectivement, il y a des généralisations qu'on peut ressortir, mais ce qu'on voit, c'est que la façon d'y arriver est toujours très variable à cette professionnalisation. Et de plus, la professionnalisation, ce n'est pas un processus irréversible. Au contraire, c'est un processus qui est réversible, dans le sens qu'on peut se déprofessionnaliser. Les gens peuvent se déprofessionnaliser comme les professions tout entières peuvent se déprofessionnaliser en raison des conditions donc, sociales, économiques de l'exercice de leur activité de travail. Donc finalement, si on parle de la professionnalisation, on parle toujours, il y a au moins ces quatre dimensions-là qui sont toujours interreliées, la dimension de professionnalisation des groupes, des individus, donc on pourrait dire la professionnalisation dans la société des groupes et aussi dans l'organisation. Par exemple, pour les groupes, la professionnalisation, elle consiste en quoi? C'est une mobilisation dans le but de faire reconnaître l'activité à laquelle se consacre le groupe, faire reconnaître la maîtrise d'un savoir et d'un savoir-faire. C'est cette maîtrise-là qui est garante de l'efficacité de l'action et de sa pertinence dans un contexte donné pour les objectifs que le groupe se pose, et aussi des valeurs générales liées à cette activité. Donc, pour les groupes, la professionnalisation aussi contribue à la croissance et à la diversification des savoirs, donc à une certaine spécialisation, à la rationalisation de ces savoirs, à la recherche de la légitimité scientifique. Aujourd'hui, on assistera souvent à la reformulation d'un concept de compétences. Là, on voit petit à petit, on va voir dans ma présentation comment ces deux termes, la compétence et professionnalisation, sont extrêmement liés. Et c'est aussi une activité qu'on pourrait appeler vraiment de l'activité rhétorique. Il s'agit de produire un discours de légitimation de l'autonomie et de la reconnaissance de cette activité. Et en fait, ce que nous faisons aujourd'hui, ça participe probablement de cette activité rhétorique sur la reconnaissance de tutorat en tant que profession ou profession en devenir, en tout cas une activité très particulière. Une activité pour laquelle donc, les individus qui souhaitent l'exercer doivent acquérir un certain nombre de connaissances et développer un certain nombre de compétences qui leur permettront d'agir en tant que professionnels, c'est-à-dire d'exercer un jugement qui sera éclairé par les savoirs que ces professionnels maîtrisent et qui devra constamment mettre à jour
et tout en tenant compte des spécificités des situations et des cas qui exigent son intervention. Donc, ça, c'est une définition classique de professionnel. Vous pouvez voir les relations très proches que cette définition de professionnel entretient avec celle de praticien réflexif. On entend énormément parler aujourd'hui en sciences de l'éducation de l'importance de former des praticiens réflexifs dans toutes sortes de domaines. Eh bien, tout ça, c'est toujours dans le cadre donc, des formations professionnalisantes, souvent universitaires, mais pas uniquement. Dans le cadre donc, de cette professionnalisation de l'individu, il y a l'enseignement, donc là, une formation professionnalisante qui va souvent être partie prenante donc, de sa professionnalisation, mais aussi une socialisation professionnelle, donc adoption progressive des manières de faire, de voir et d'être du groupe professionnel. Enfin, la professionnalisation a aussi des dimensions importantes là, du point de vue de l'organisation, ou plutôt du groupe dans l'organisation. Lorsqu'un groupe améliore son statut social dans une organisation ou augmente son autonomie, on va parler qu'il atteint un plus haut degré là, de professionnalisation. Mais on voit aussi à quel point la professionnalisation est liée aux conditions organisationnelles. Donc, toutes les mutations, tous les changements auxquels on assiste aujourd'hui, la flexibilité, la mobilité, la polyvalence des employés, l'intensification du travail, la détérioration excusez-moi, des conditions de travail, et puis la réorganisation du travail qui parfois peut réduire les exigences et réduire la demande de compétences nécessaires à l'accomplissement d'une tâche. C'est ça qu'on va appeler donc déprofessionnalisation. Donc il y a beaucoup de travaux réalisés par les chercheurs en sociologie des métiers de côté nord-américain qui sont penchés sur la question de la prolétarisation dans une démarche dans une approche marxiste. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus souvent aussi de la pronétarisation. Si on utilise le mot employé par Joël de Rosnay, c'est l'émergence finalement de tous ces métiers professionnels, intellectuels, qui exigent de nombreuses qualités intellectuelles, mais qui sont des métiers complètement précaires, donc des métiers de contractuels de toutes sortes, là, qui vont se voir confier des tâches avec énormément d'exigences, mais en même temps sans parfois une vision plus vaste là, de la participation ou de l'intégration de cette tâche dans la réalisation d'une mission, d'une organisation et tout ça. Donc en fait, on assiste à énormément de tensions entre la professionnalisation et l'institutionnalisation de l'activité de travail, dans le sens qu'un groupe qui se professionnalise, en principe, son identité transcende les frontières de l'institution. Mais la professionnalisation pour une organisation est souvent arrimée à des exigences d'avoir des gens qui vont être compétents et capables de faire exactement les choses qu'on veut dans un contexte organisationnel donné, donc de façon très, très contextualisée par rapport à une organisation donnée. Il y a toute une problématique donc, de la professionnalisation en tant qu'on pourrait dire là, la constitution d'un groupe qui n'est pas lié à une organisation et la professionnalisation dans une organisation. Et enfin, pour la société, la professionnalisation, c'est toujours un processus de transformation d'un système de représentation sociale d'un groupe sur lui-même et de la société sur ce groupe-là. Dans ce sens-là, on parle de la professionnalisation qui est une transaction sociale, ou on parle de la reconnaissance sociale du statut du professionnel. Parfois, donc, des côtés négatifs de ce statut de professionnel lorsqu'on parle de l'emprise des experts aujourd'hui qui décident des choses qui finalement concernent notre vie quotidienne. Donc, de façon la plus générale, pour conclure cette bref introduction à la problématique complexe de la professionnalisation, les différentes dimensions, dans l'enseignement, dans le monde de l'éducation, peut-être en général, la professionnalisation peut être entendue comme le processus d'institutionnalisation et d'autonomisation d'un champ d'activité, de promotion d'un groupe de praticiens dans le système éducatif et dans la société en général, et de la légitimation d'une expertise spécifique. Et donc, dans ce sens-là, la professionnalisation, elle ne touche pas uniquement les tuteurs. Elle touche en fait de très, très nombreux corps professionnels aujourd'hui dans l'éducation, qu'il s'agisse des enseignants, qu'il s'agisse des administrateurs scolaires. Donc, on voit que la professionnalisation, c'est vraiment quelque chose qui est à l'œuvre aujourd'hui dans les métiers de formation de façon générale.
Donc en fait, l'articulation de ces diverses dimensions aboutit à la construction d'une identité sociale et à la constitution d'une autonomie. Et cette autonomie, définie donc par les SAR comme espace socialement reconnu comme spécifique, fermé, contrôlé, mettant en jeu la responsabilité intellectuelle et éthique de ses membres, cette autonomie est la condition et non la conséquence d'une base de savoir spécifique et de la reconnaissance sociale du groupe professionnel. Autrement dit, l'autonomisation d'un espace de pratique est un prérequis à la mise en œuvre des démarches de professionnalisation. C'est pour ça que je pourrais dire aujourd'hui que le projet que nous avons réalisé, le projet de conception des référentiels de compétences, est un produit du processus de la professionnalisation des tuteurs à la TELUC qui est en cours déjà depuis plusieurs années, avec la syndicalisation, avec toutes les autres démarches qui sont entreprises et qui sont donc initiées, menées et gérées par les tuteurs eux-mêmes. D'autre part, donc, toute la question des référentiels maintenant. On a parlé de la professionnalisation, maintenant, toute la question des référentiels. Pourquoi la question des référentiels et de référentialisation est importante? Car dans le cas d'une professionnalisation, car le référentiel, c'est un construit social qui clarifie les normes d'une activité ou d'un sens donné à des systèmes sociaux. C'est par rapport à quoi un jugement va être donné. Et en fait, donc, dans un référentiel, les normes qui peuvent être implicites ou peu connues, dont on a peu conscience, mais qui gèrent toujours finalement d'une façon plus ou moins importante notre activité. Donc ces normes deviennent explicitées et contractualisées, et alors elles constituent en fait des conventions, donc des accords formalisés sur des normes à respecter pour accéder à la reconnaissance d'une appartenance à un groupe. Donc un référentiel de compétences n'est pas uniquement une description de ce qu'une personne compétente devrait être capable de faire dans le cadre de son activité pour réaliser les objectifs qui lui sont confiés, mais c'est surtout un accord sur ce qu'il convient de faire. Donc la façon dont cet accord va être obtenu dépend de la façon dont la référentialisation va être effectuée. Et en fait, il ne faudrait pas voir la référentialisation, le développement des référentiels, comme uniquement une démarche de normalisation, même si c'en est aussi une démarche comme ça. Mais c'est plutôt une explicitation et une confrontation des normes dans un contexte de redistribution des rôles entre les acteurs de la formation. C'est exactement à ça que l'on assiste aujourd'hui. Lorsque Sylvie Pelletier, dans sa conférence sur la syndicalisation qu'elle a présentée plus tôt dans le cadre de ce séminaire, a parlé de la réaction du corps professoral à la volonté de syndicalisation, à certaines revendications des tuteurs. C'est vraiment une question de la division des rôles, de la division des tâches, de responsabilité des uns et des autres là, sur les projets de formation et d'enseignement qui sont menés dans le cadre d'une institution. Donc, la référentialisation, dans le sens de construction de référentiels de compétences, c'est aussi un moyen de la professionnalisation, mais à condition que cette référentialisation soit faite par les personnes elles-mêmes qui sont responsables de l'activité. Autrement dit, il s'agit de garantir dès le départ l'autorité épistémique, donc le fait là, que les personnes elles-mêmes ont des choses à dire sur ce que sont leurs compétences, leur façon de réaliser le travail, les valeurs et les normes qui les guident. Donc la démarche que nous avons réalisée s'inscrit exactement dans cette vision de la professionnalisation et de l'autoprescription, on pourrait dire, là, des compétences. Il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés sur les fonctions, les compétences, les rôles des tuteurs. Tous ces travaux ont apporté déjà beaucoup de connaissances, mais dans notre cas, il s'agissait vraiment de faire une démarche un petit peu, on pourrait dire bottom-up, du bas vers en haut, donc vraiment de voir à partir de l'analyse des situations de travail, quelles sont les pratiques qui peuvent être formalisées et être entendues de façon collective comme étant des conventions, on pourrait dire des normes, là, mais des normes sur lesquelles il y a un accord collectif et qui deviennent des prescriptions un petit peu pour l'activité d'un tuteur compétent.
Donc, c'est dans ce sens-là que le groupe de travail sur les compétences des tuteurs a donc travaillé pendant une année. Il a réuni des tutrices et des tuteurs expérimentés. Au départ, il y a eu aussi un souhait de la part de la direction d'encadrement de garantir la présence et peut-être un regard différent aussi des autres personnes qui sont impliquées dans l'encadrement des étudiants. Toutefois, ces personnes ont moins participé par la suite, mais je vais peut-être les présenter. Donc, parmi les tutrices, les personnes qui ont énormément participé, donc c'est Sylvie Pelletier, Esther Delisle, Céline Bélanger et Monique Dessel. Parmi les tuteurs, c'était Jean-François Savard, il nous a quittés malheureusement à un moment donné, coordonnateur à l'encadrement au début et qui a assisté à quelques rencontres, c'était Pierre Savard, et puis la spécialiste en sciences de l'éducation qui, elle a travaillé avec nous jusqu'au bout, c'était donc Carole Anne Keating. Et enfin, moi-même, donc la représentante des professeurs, mais en fait, je n'ai pas vraiment joué ce rôle-là. Je jouais plutôt le rôle de la spécialiste de la conception des référentiels. Donc, la démarche, de façon rapide, en fait, un point très important de notre démarche, c'était d'abord d'élaborer une représentation commune. Une représentation commune de but du projet, donc finalement de s'entendre c'est quoi un référentiel de compétences, et aussi quelle est la différence entre un référentiel de compétences professionnelles et un référentiel de formation. Donc, est-ce que le premier est un prérequis au second et de quelle façon on peut faire le passage ou on pourra faire le passage par la suite entre les deux. Il fallait élaborer aussi une représentation commune des moyens à mettre en œuvre. Donc, c'est là où je présentais plusieurs méthodologies, où j'ai explicité les choix qui peuvent être faits, où donc le groupe a été d'accord pour réaliser une analyse de l'activité. On a aussi donc travaillé sur la représentation des rôles des participants, car dans cette démarche, les tuteurs, les tutrices qui ont participé aux travaux du groupe n'étaient pas sûrs du tout du rôle qu'elles devaient jouer. Est-ce que c'était celui de l'expert? Est-ce qu'elles avaient vraiment la légitimité à dire c'est quoi les bonnes pratiques ou de quelle façon, qu'est-ce que ça veut dire être compétent, c'est quoi la bonne façon de travailler? Tout ça, c'est toujours un petit peu il s'agissait donc pour ces personnes-là de bien s'assurer de la légitimité de leur propre analyse de ce qu'ils font. Et par rapport à ça, donc j'ai dû apporter plusieurs arguments là, pour les convaincre que si ce n'est pas elles, les personnes tutrices expérimentées de l'atelier, qui peuvent dire ça veut dire quoi être tuteur compétent, alors qui le pourra à leur place? Donc, on a aussi travaillé sur la question de la notion de compétence et c'est quoi l'analyse des situations de travail. J'ai élaboré des métamodèles sur lesquels nous nous sommes entendus, qui ont donc guidé toute la démarche. Voilà. Par la suite, donc, une fois qu'on a choisi la méthode de conception de référentiel, il s'agissait maintenant de la mettre en œuvre. Donc, la façon dont ça fonctionnait, c'était, on a travaillé en plusieurs rencontres. En tout, on a réalisé peut-être une dizaine de rencontres de l'analyse de situations de travail, qui consiste finalement en explicitation des pratiques. Cette analyse, qui est une méthode utilisée de différentes façons. Il y a plusieurs variantes, mais c'est beaucoup utilisé donc, par la psychologie ergonomique, en didactique professionnelle et du côté d'ailleurs québécois aussi, toute l'approche par compétences qui a été élaborée dans les collèges a utilisé l'analyse des situations de travail au départ comme méthodologie. Donc, cette analyse des situations de travail, dans notre cas, était soutenue par la représentation graphique avec un langage de représentation de connaissances qui s'appelle modélisation par objet typé et le logiciel là, qui soutenait cette modélisation. Mais l'idée ici d'utiliser cette représentation graphique, c'était vraiment de garder la trace là, et de s'entendre, de bien faire le découpage, d'avoir des choses un petit peu, on pourrait dire, qu'on peut percevoir là pour mieux s'entendre et décréter ensemble que c'est bien de la même chose qu'on parle tout le monde. Donc, chaque séance était suivie d'un retour réflexif fait par les tutrices sur ce qui a été produit pendant la séance. Elles étaient invitées à faire des commentaires, ce qu'elles ont fait, et sur les modèles produits. Donc, ensuite, je réunissais ces commentaires, je les réintégrais dans le modèle, je faisais une certaine révision donc, de la représentation que nous avons produite en vue de la prochaine séance.
Une fois que cette analyse a été réalisée, nous avons procédé à une validation individuelle des énoncés de compétences, c'est-à-dire que la modélisation, la représentation donc des pratiques nous a permis d'obtenir un portrait, on pourrait dire schématique là, des compétences, et par la suite on l'a mis sous une forme plus linéaire qui a permis un meilleur regroupement peut-être des différents énoncés de compétences et un travail de catégorisation un petit peu différent. Et aussi donc une validation individuelle sous forme d'un questionnaire avec une échelle de Likert où chaque participant finalement a dû se prononcer s'il était d'accord ou pas d'accord avec cet énoncé, s'il pensait qu'il était à sa place ou non, etc. Ensuite, donc, une mise en commun des résultats de cette validation et par la suite, de nombreuses actions quand même de peaufinement là, au niveau du vocabulaire, du regroupement, dans un souci constant d'adopter un langage qui va parler au tuteur. Parce que c'est sûr qu'on venait chacun des différents horizons, moi donc des sciences de l'éducation, avec parfois un jargon qui, que j'imposais peut-être, parfois sans le vouloir, mais on a eu donc beaucoup de discussions et de débats par rapport à la formulation même de certains verbes d'action ou de certains, donc, de certains mots, là, de certaines expressions. Donc, j'ai préparé plusieurs documents là que je voulais vous montrer pour illustrer la façon dont nous avons travaillé et aussi effectivement le résultat, c'est-à-dire le référentiel de compétences. J'imagine que vous êtes tous curieux là de les voir. Donc par rapport à ces résultats, je vais voir, c'est ça, on va pouvoir y revenir. Donc en fait, de façon très générale, je pense que toutes les discussions que nous avons eues tout au long et puis le débriefing organisé et puis la façon dont le groupe a évalué son travail, ce référentiel, je pense qu'il a obtenu, qu'il a été vraiment réalisé à la satisfaction de tout le monde. Là, tous les participants sont très fiers. Maintenant, il s'agit de valider donc ce référentiel auprès de tous les tuteurs, comme je l'avais dit. Et puis, un autre projet de recherche qui devra être mené et que j'ai structuré pour lequel on a demandé un certificat d'éthique, c'est maintenant d'aller chercher des connaissances plus approfondies sur la façon de développer ces connaissances. La façon de développer ces compétences. Donc, de quelle façon, quelles sont les connaissances plus conceptuelles et leur mode d'acquisition et de quelle façon, finalement, les tuteurs expérimentés ou aussi ceux moins expérimentés les ont acquis ou ne les ont pas acquises. Donc, toute cette partie du projet, elle devrait nous permettre de mieux valider l'ensemble des connaissances impliquées dans la réalisation des tâches de tutorat, donc à la TALUC. Et puis, c'est une étape vraiment indispensable pour aller plus loin et pour penser à la construction de contenu de formation. Parce que donc, dans le référentiel qu'on soumet au tuteur pour la validation, il y a des questions qui portent spécifiquement là-dessus, sur les besoins de formation, les besoins prioritaires de formation, etc. Donc, si je veux maintenant vous montrer les autres... Ok, la parole est à vous, c'est ça, mais maintenant, si je veux montrer les autres documents, ils sont où? Le référentiel lui-même, Jacques, j'ai besoin de l'aide. Tout à fait. Alors, les documents, les documents, Oui, voilà, tu les as trouvés. d'accord. Donc, j'aimerais d'abord peut-être commencer par le référentiel lui-même. Voilà. Ok. Donc, voilà comment se présente le résultat de notre travail sur le référentiel de compétences. Donc, la façon dont c'est présenté ici, c'est vraiment le questionnaire que nous allons envoyer au tuteur, qui est accompagné d'une lettre d'introduction, évidemment. Et donc, vous voyez que les compétences sont regroupées en, on va dire, les familles.
Donc, nous avons la conduite de la tutrice du tuteur, le soutien personnalisé, le soutien à la motivation, le soutien à l'apprentissage du contenu du cours, le soutien à la réalisation des travaux notés et des examens du cours, le soutien du développement de l'autonomie de l'étudiante, l'évaluation des travaux notés et des examens, l'organisation du travail et la communication, et l'amélioration de la qualité de l'enseignement à la TELUC. Voilà, ça c'est des questions complémentaires qui nous aideront à analyser les réponses. Donc, finalement, on pourrait dire que ça se présente de façon assez classique. Je suis certaine qu'on peut retrouver ici plusieurs des rôles et des fonctions qui ont été élaborés dans d'autres travaux de recherche sur les rôles, les compétences ou les fonctions des tuteurs. Donc, d'ailleurs, un des travaux en cours là, consiste précisément à comparer nos résultats avec ceux des autres travaux de recherche sur ce même thème-là. C'est Esther Delisle qui assure cette partie-là de la recherche. Voilà. Donc, le principal apport, donc encore une fois, de ce référentiel, c'est celui d'être réalisé à partir d'une analyse des situations professionnelles. Donc, je vais vous montrer de quelle façon, voilà, ça c'est le métamodèle qui nous a permis d'analyser donc les compétences en tant que savoir agir. Donc, le savoir agir, on pourrait dire, c'est un motif, il est guidé par un motif de l'activité professionnelle réalisée dans une situation de travail, et il est aussi guidé, orienté, réglé, on pourrait dire, par des valeurs et des attitudes. Un savoir agir se décompose toujours dans différents savoir-faire. Donc, c'est comme si c'était le niveau de l'action professionnelle, de l'acte professionnel, que le niveau de l'acte, il va être régulé ou réglé, géré par des normes, des règles, des critères d'efficacité. Et par la suite, à un niveau, on pourrait dire plus inférieur, on retrouve des savoir-faire sur les moyens de réaliser l'action professionnelle qui vont être plus spécifiques pour chacune des personnes. En fait, ce découpage-là du savoir-agir, vous avez peut-être reconnu, c'est vraiment la théorie de l'activité, donc issue des travaux de Leontiev, inspiré de Vygotsky, qui est donc la structuration hiérarchique de l'activité humaine sous forme d'activités, actions, opérations, etc. Donc, lorsque l'on explicite l'activité réalisée par des professionnels, par des praticiens, par des gens qui font un travail depuis longtemps et qui savent bien le faire, donc habituellement, ils vont beaucoup parler de leur savoir sur les moyens de réaliser de l'action professionnelle et de donner des trucs, des exemples, des cas. Et ensuite, le travail de la conception du référentiel lui-même, c'est un travail davantage de généralisation et d'abstraction. Donc, finalement, on passe de ces niveaux inférieurs vers un niveau supérieur pour voir de quelle façon ces différentes actions peuvent être regroupées pour donner un cas d'intelligibilité de travail en fonction donc des principales fonctions et en lien avec des valeurs et des attitudes. Donc, je peux vous montrer un exemple de... attendez un petit peu, je vais le retrouver. Voilà, un exemple d'explicitation comme ça, donc un modèle, celui-là, il a été fait vraiment à la première séance, je pense, de travail. Donc, nous avons parlé de toutes les actions qui sont liées à l'activité qui est ici tout en haut, la favoriser et maintenir la motivation de l'étudiant à persévérer, réussir et apprendre. Parce qu'en fait, le point de départ du découpage des situations professionnelles que nous avons commencé à réaliser, c'était bel et bien la description des tâches telles qu'elles figurent dans la convention collective. Donc, vous voyez, c'est vraiment le lien là qu'on peut faire entre le référentiel en tant que produit déjà de quelque chose qui a été autonomisé en activité professionnelle dans le cadre d'une convention collective de travail sous forme de liste de tâches prescrites et donc l'explicitation du travail que nous avons réalisé. Donc, ici, par exemple, vous voyez les actions professionnelles
que nos tutrices qui ont participé dans le groupe et dont elles ont parlé, de quelle façon elles font ça, de quelle façon elles arrivent à rassurer l'étudiant sur sa capacité de réussir les cours. Donc, par exemple, en dédramatisant, en anticipant, évitant les écueils rencontrés dans le cours, en sécurisant l'étudiant quant à l'accès aux cours informatisés. Donc, toutes sortes d'actions là très spécifiques pour lesquelles, dans les petits carrés bleus, là, vous trouverez vraiment des petits trucs là, de quelle façon elles font ça là. Et donc, c'est toute la construction de notre référentiel s'est passée comme ça. C'était une explicitation des actions à réaliser effectivement dans le travail à un niveau assez spécifique, ensuite une abstraction, une généralisation, et puis de façon très itérative, donc un passage continu, là, comme ça, top-down et bottom-up entre les deux démarches. Celui-ci, c'est le modèle beaucoup plus avancé, là, dans lequel on voit déjà la plupart des compétences qui sont décrites. Donc, vous voyez, on a beaucoup de bulles là, mais ça permettait quand même de se retrouver. Et puis, l'organisation graphique de cette représentation permet qu'on peut les modifier rapidement, les changer de place, relier les choses ensemble. Donc, c'est vraiment un genre d'outil cognitif qui aide à une meilleure, à une façon qui permet une façon plus rapide parfois de faire et de prendre beaucoup de notes. Là. Donc ici en carré, là, c'est des commentaires là, que les tutrices ont fait par la suite lorsqu'il s'agissait de réviser à chaque fois, après chaque séance aussi, la représentation produite. Donc c'était un travail de longue haleine dont finalement le produit se présente de façon assez claire et nette. Il nous fera plaisir de le partager avec vous, surtout après sa validation auprès des autres tuteurs, ce qui va être vraiment quelque chose d'important que nous avons à faire. Je vais m'arrêter là parce que vraiment, je pense que le temps est de vous donner la parole. J'ai déjà assez parlé, j'ai dépassé mon temps. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Béatrice. Béatrice. Alors, Béatrice, quand tu Alors, ne parles Béatrice, pas, quand tu ne il parles faudrait que pas, tu coupes ton il faudrait que micro. tu coupes ton micro. Parce que voilà, il va falloir Parce que faire cette voilà. petite opération pour éviter l'écho. Je te remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, à la fois sur la démarche utilisée et avec des exemples très concrets des méthodes que vous avez utilisées, notamment ces graphes que vous nous avez montrés. Et puis, pour la richesse à la fois conceptuelle, mais aussi concrète des résultats auxquels vous êtes arrivés. Alors, avant de donner la parole à Jean-Paul, qui a scruté un petit peu les commentaires, les remarques, les questions, et qui va pouvoir nous les répercuter, moi j'en avais une ou deux. Je commencerai, je disais, je vais réserver celle-là pour la fin, mais non, je vais commencer par celle-là. Tu nous as parlé d'une étape de validation, avant la publication officielle, je dirais, de ce référentiel. À quelle échéance finalement on risque d'avoir ce référentiel publié?
Et donc, en quelque sorte, tu parlais tout à l'heure, hein, de la reconnaissance, hein, qui était importante, hein. Finalement, ben, est-ce que ces luttes dont tu nous parles, enfin que tu évoques, ne sont pas représentatives peut-être de ce manque de reconnaissance des tuteurs à l'interne ou pas? Bon, on voit bien que dans tout ce travail, hein, qui a été mené, ça a demandé forcément au tuteur d'avoir une posture réflexive. Alors, Jean-Paul posera tout à l'heure une question sur ce sujet. Moi, j'en ai une qui est un petit peu différente. Je veux savoir, bon, on demande au tuteur, hein, d'avoir une démarche réflexive. Euh, Est-ce que, justement, parmi les compétences qui ont été repérées, il y a celle d'amener les étudiants à porter justement un regard réflexif sur leur parcours, enfin à investir le plan métacognitif qui est si souvent important, hein. On sait bien que les apprenants qui réussissent bien sont ceux qui arrivent à parler de leur manière d'apprendre, hein, par exemple. Alors, est-ce que ça a émergé, ça, dans le référentiel ou pas? Alors, Jean-Paul me demande de poser sa question, mais non, non, Jean-Paul, tu vas prendre la parole, tu vas poser ta question, et puis surtout, j'aimerais bien que tu puisses aussi te faire le relais des autres interrogations. J'en ai vu passer quelques-unes, mais je t'en prie, à toi la parole. Pas en manque de parole, j'ai plutôt relayé les questions qui ont été posées sur Twitter et dans le chat. Alors, première question d'Isabelle Nico qui pose une question dans le prolongement de ce travail considérable. Alors, elle dit, le référentiel de compétences coélaboré par les tuteurs a-t-il été ensuite décliné par eux en référentiel de certification?
autre question plutôt de prospective. On pose la question suivante. En partant des descriptions d'activités, ne risque-t-on pas de trop peu anticiper les compétences nécessaires demain? En gros, je pense la question est, est-ce que le référentiel ne risque pas de figer les compétences des tuteurs à l'instant du travail et de pas suffisamment de se préoccuper sur les compétences émergentes? Alors en marketing, on parle de liens faibles. Il s'agissait d'une question de Marianne Poumet. J'ai oublié de la citer. Alors, il y a peut-être une dernière question, Jacques? Oui? Une question? On peut en prendre encore. On va prendre une dernière question, puis on donnera peut-être la parole à Esther, qui pour avoir son point de vue de participante à ce travail Oui, d'accord. collaboratif. Alors, une question de Martine Chaumienne qui dit, est-ce que le référentiel peut être relié à des temps par étudiant de réalisation des différentes tâches des tuteurs? Bon, en gros, est-ce que on peut décliner le référentiel en tâches chronométrées, en tâches identifiées temporellement? Ce qui permettrait d'ailleurs de faire le lien avec le constat qu'on avait fait qu'il y a beaucoup de difficultés à quantifier le temps de travail des tuteurs à distance. Alors, est-ce qu'un référentiel comme celui-ci peut aider à cela?
Atlantique où je voulais donner la parole à Esther, elle a disparu. Écoute, on va. Alors oui, peut-être quand même une remarque qui a été faite par Anne Duquer en fait je tire une question de sa remarque. Est-ce que finalement ce référentiel qui a été fait à l'interne de la TELUC peut, à votre avis, être transposé dans d'autres dispositifs et sous quelles conditions? Enfin, peut-être utilisé par. Eh bien, merci Béatrice pour cette intervention qui nous a permis eh bien d'avoir un très beau panorama à la fois du travail effectué et puis des pistes certainement à explorer aussi de ce côté de l'Atlantique où justement ce type de documents sont manquants, tout simplement. Alors, et même la démarche, je pense que non seulement les résultats, mais on pourrait aussi s'inspirer de la démarche qui a associé différents types d'acteurs qui ont chacun finalement leur représentation sur aussi sur ce que peut être le travail et donc les compétences nécessaires pour les tuteurs. Ce qui est d'ailleurs assez frappant dans la littérature sur le tutorat, c'est que une bonne part de cette littérature a été écrite par des chercheurs et beaucoup moins par des praticiens. Et donc voilà en tous les cas un apport tout à fait intéressant. Alors, je vous remercie chacun et chacune de votre participation, de vos questions. Je vous rappelle que demain, nous avons, pas demain, jeudi, nous avons une conférence dans Second Life avec Jean-Paul Moirot comme conférencier et qui va justement nous parler du tutorat dans les mondes virtuels. Et puis la semaine prochaine, ça sera notre avant-dernière semaine déjà du séminaire TAD. Et nous aurons deux conférences dans la lignée un petit peu de celle qu'a fait Bruno Delièvre il y a quelques jours et qui va s'intéresser à l'organisation du tutorat dans des dispositifs. Sylvain Vacarès témoignera de ce qui est en place dans un master à l'université de Rennes 1. Et moi-même, je présenterai un certain nombre d'actions concrètes qu'un concepteur pédagogique peut mettre en œuvre pour penser et organiser les services tutoraux. Je vous souhaite à chacun et chacune une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.